Bonjour, mon nom est Harrison Westwick et je vais vous présenter aujourd'hui notre module de neurotrauma, l'interprétation de tomodensitométrie cérébrale en trauma. Le but de ce module, c'est d'identifier rapidement des signes d'hypertension intracrânienne et des lésions traumatiques cérébrales qui requièrent une prise en charge chirurgicale urgente. Les objectifs, c'est d'identifier 4 éléments critiques à évaluer sur un scan cérébral en trauma. Associer les types d'hémorragie intracérébrale fréquentes en trauma à l'anatomie cérébrale et vasculaire et de reconnaître les facteurs utilisés dans les classifications de scans cérébraux en trauma. Sur les scans cérébrales en trauma, il y a 4 éléments critiques à évaluer. Premièrement, une lésion de masse, typiquement une hémorragie. 2. Des citernes de la base, qui sont soit normales, absentes ou comprimées. Troisièmement, une déviation de la ligne médiane. Quatrième, une hémorragie sous-arachnoïdienne et intraventriculaire. Il y a d'autres éléments, comme la présence des fractures, qui sont importants aussi à évaluer, mais ceci n'est pas discuté dans cette présentation. Le score de Rotterdam est un système de classification utilisé sur une échelle de 1 à 6 pour regarder la sévérité des trouvailles sur des scans cérébrales avec la mortalité. Les facteurs qui sont utilisés sont la présence, compression ou absence des citernes de la base, la déviation de la ligne médiane qui est soit moins ou plus que 5 mm, la présence d'une masse épidurale et puis la présence d'une hémorragie épidurale, c'est un facteur de meilleur pronostic. On regarde aussi la présence d'une hémorragie intraventriculaire ou sous-arachnoïdienne. 1 est additionné à tous les scores pour qu'il y ait un score qui ne peut pas être 0. Et puis, on a un score qui est sur 1 à 6. Vous pouvez voir qu'il y a une association avec le score de Rotterdam et la mortalité. Le score de Marshall est un autre système de classification qui est utilisé, mais ceci a quelques limitations. Premièrement, il faut savoir s'il y a une chirurgie qui a été effectuée pour donner un score de 5 ou 6. Et puis, dans les patients qui ont eu des chirurgies, il y a une moins bonne corrélation avec la mortalité. Alors, dans une Marshall 1, il n'y a pas de pathologie intracérébrale visible. 2. Les citernes sont présentes, mais il n'y a pas de déviation de la ligne médiane plus que 5 mm, et puis il n'y a pas de lésion de plus que 25 ml. 3. Il y a une compression ou absence des citernes de la base, sans déviation de la ligne médiane plus que 5 mm, ou sans lésion de masse plus que 25 ml. Un 4, c'est une scan avec une déviation de plus que 5 mm de la ligne médiane, sans lésion de plus que 25 ml. 5, c'est une lésion de masse évacuée chirurgicalement. 6, une lésion de plus que 25 ml pour laquelle il n'y a pas d'intervention chirurgicale. Il y a deux façons de calculer une déviation de la ligne médiane. Premièrement, on peut tirer une ligne antérieure-postérieure et mesurer la distance entre la foramen de Monro et puis la ligne imaginaire qui était tirée. La deuxième façon de calculer une déviation de la ligne médiane est de mesurer le diamètre intracrânien, la ligne A, et puis de soustraire la distance entre la foramen de Monro
Et puis, la crâne. Le shift est calculé comme la moitié de la diamètre intracrânien moins la ligne B. Je vais vous parler maintenant des types d'hémorragie en trauma. Pour comprendre les types d'hémorragie en trauma, il faut connaître les couches intracrâniennes. De l'extérieur à l'intérieur, on a le durmer, l'arachnoïde, le pimaire, et puis le cerveau, la matière grise et la matière blanche. Il y a souvent des vaisseaux qui sont associés à chaque couche méningée. En épidural, on a des artères durales. En intradural, on a des veines de pont. Et puis, en sous-arachnoïdienne, on a les vaisseaux corticales. Les types d'hémorragie intracrânienne qu'on voit sont en fonction de l'anatomie. Premièrement, l'hématome épidural, l'hématome sous-dural, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, l'hématome intraparenchymateux et l'hémorragie intraventriculaire. L'hématome épidural est situé à l'extérieur de la durmère, entre la durmère et la crâne, souvent en forme lenticulaire, et puis typiquement, ça ne traverse pas les sutures osseuses. C'est associé fréquemment avec des vaisseaux méningés qui saignent, et puis ça peut être aussi associé fréquemment avec une fracture crânienne. On voit un schéma qui montre la forme classique de l'hémorragie épidurale et l'effet de masse sur le cerveau sous-jacent. Sur un scan cérébral, on voit un saignement hyper dense avec un effet de masse sur le cerveau sous-jacent. Ça, c'est une image de pratique clinique qui montre la forme classique lenticulaire avec un effet de masse sur le cerveau sous-jacent. Un hématome sous-dural est dans l'espace sous la durmère. Ça peut être soit veineux ou artériel de nature. Et souvent, c'est associé avec une lacération d'une veine de pont. Et puis typiquement, il y a une forme de croissant et ça peut traverser facilement les sutures crâniennes. Voici un schéma qui montre la forme classique d'un hématome sous-dural en forme de croissant avec un effet de masse sur le cerveau sous-jacent. Un hématome aigu est visible avec du sang hyper dense en forme de croissant avec une déviation des structures cérébrales sous-jacentes. Voici un exemple d'une hémorragie sous-durale aiguë en pratique clinique. Il peut y avoir plusieurs chronicités sanguines avec des hématomes sous-durales. En aigu, c'est hyperdense. Subaigu, c'est isodense. Puis en chronique, c'est hypodense. C'est aussi possible avec des hémorragies sous-durales chroniques d'avoir des membranes et des loculations avec des micro-hémorragies qui sont présentes dans les hématomes sous-durales. C'est important de distinguer ce type de hémorragie sous-durale chronique avec des micro-hémorragies avec un sous-dural aigu parce qu'il y a une prise en charge différente. L'hémorragie sous-arachnoïdienne est une hémorragie en dessous de la couche arachnoïdienne et souvent ça peut être identifié avec du sang qui suit les contours cérébrales, les gyries et les fissures.
c'est souvent un saignement causé par des vaisseaux de la surface cérébrale. Ici, sur un schéma, on voit les gilets et des fissures qui sont bien identifiées par la présence du sang. Sur un scan cérébral, on voit les gilets qui sont très bien identifiés. Voici un exemple de la pratique clinique. L'hématome intraparenchymateux est souvent causé par une déchirure des vaisseaux profonds, soit des artères ou des veines, souvent orientées en coup puis contre-coup, et puis les nombres de lésions et puis la localisation peut être très variable. Souvent, sont trouvés en fronto-basal et en temporal. Voici un schéma qui montre le sang présent en intracérébral avec un effet de masse sur le cerveau sous-jacent. Un scan montre une hémorragie aiguë qui est spontanément hyper dense sur un scan cérébral. Voici un exemple d'une hémorragie intracérébrale aiguë en pratique clinique. L'hémorragie intraventriculaire est identifiée par la présence du sang dans les ventricules. Et puis, souvent, le sang il va avoir une sédimentation avec la gravité. Et puis, une hémorragie intraventriculaire peut être associée avec de l'hydrocéphalie. Voici un schéma qui vous montre un niveau liquidienne dans les ventricules latérales à cause de la sédimentation. Sur un scan cérébral, c'est possible de noter un niveau liquidienne. Voici un exemple de la pratique clinique d'une hémorragie intraventriculaire. Cette hémorragie intraventriculaire est associée avec de l'hydrocéphalie et l'hémorragie est assez étendue. Les fractures du crâne, c'est un autre élément de regarder sur un scan cérébral qui va être couvert dans un autre module. Mais c'est important de regarder s'il y a des fractures renforcées ou des fractures qui touchent les foramen du bas du crâne, qui peut être associé avec des lésions vasculaires. Voici un exemple d'une fracture renforcée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Et j'espère que vous avez appris quelque chose dans ce module de e-neurotrauma. Merci.